Je suis assez mal à l'aise avec cette présentation parce que je risque de m'attirer les foudres d'un public francophone, puisque je vais parler de la modularité de la dual mobility pour deux raisons. D'abord parce que finalement cet implant est plutôt indiqué dans les pertes de substances modérées, on est dans la session perte de substances, et puis deuxièmement parce qu'effectivement on peut douter du caractère dual mobility tel qu'il a été décrit selon les concepteurs français. Donc pourquoi il y a un intérêt toujours à considérer ça? Bon, la dual mobilité bien sûr, mais essentiellement parce qu'on a vu que les échecs des révisions R1 étaient essentiellement marqués par les infections et par l'instabilité. Donc évidemment que ça reste un problème. Je vous passe l'historique à un public, un auditeur aussi averti que vous, pour en arriver à cette diapositive, c'est-à-dire en gros les implants maintenant, parce qu'on parle de concept dual mobility, mais le problème c'est que les designs sont différents. On a des géométries différentes avec des formes hémisphériques ou cylindrosphériques, avec des rebords, pas des rebords. Donc on part d'un concept et puis on arrive à des implants extrêmement différents. Et dans la littérature, pour fouiller un peu et faire le tri, eh ben c'est pas si simple parce qu'effectivement même les keywords sont pas forcément les bons keywords. Et au milieu de tout ça, il y a effectivement ce concept de modularité et donc de concept de dual mobility malgré tout, donc de double mobilité, mais qui peut effectivement poser problème et polémique. Alors problème et polémique, pourquoi? Parce que effectivement on est d'abord, on va le décrire, c'est donc une cupule en titane avec un insert comme cobalt qui va faire donc la double mobilité, puis cette grosse tête en polyéthylène, alors hautement réticule dans ce cas, et puis on peut mettre des têtes dedans céramique ou métal. Et donc le problème c'est quoi? C'est est-ce que ça rend aussi stable que la dual mobility? Et puis la deuxième raison c'est est-ce que cette interface tribologique va être source de relargage et donc de réactions métalliques et d'Alval notamment. Donc je reviens sur la diapositive de Nicolas ce matin. Effectivement, quand on a un insert supplémentaire, on n'est plus dans ce concept de monobloc. Et il faut rappeler simplement qu'entre les concepts de monobloc et de modularité, on a une variation d'environ 2 à 3 mm sur la jump distance selon les calculs faits et proposés par Sariali. Donc finalement, on n'est pas tant que ça, sauf que ça posera peut-être problème effectivement pour les petites cupules. Alors, quand est-ce qu'on a utilisé ça? Parce que je vais être démagogique et je vais parler de moi et puis de Jean-Alain Épinette qui a fait un gros travail. On a fait un travail bicentrique ensemble parce qu'on avait 5 ans de recul sur une série d'environ 100 patients. Je reviendrai dessus après. Et cet implant a été utilisé essentiellement parce qu'il y avait parfois une qualité osseuse qui était douteuse. Et l'intérêt, contrairement à un implant monobloc, c'est qu'on peut y associer, dans ces cas-là, des vis et on peut s'adapter en péropératoire, même partant sur quelque chose qui est un fixed bearing, on peut partir sur quelque chose qui est donc de la double mobilité dans le concept, entre guillemets, en péropératoire pour pallier une certaine instabilité qu'on pourrait constater. Alors, un exemple ici, un patient de 80 ans, donc vous voyez qui a cette cupule ABG, puis qui a une tige ABG modulaire et qui présente une ostéolyse. On est dans un cas de PSO assez modéré et chez qui, effectivement, on avait une qualité osseuse qui était assez médiocre. La stabilité de la cupule en péropératoire était médiocre, on pensait l'avoir, on était déjà avec une ostéolyse et donc on était parti d'emblée avec une cupule de ce type et effectivement la fixation a pu pérenniser la stabilité de la cupule et à distance ce patient n'a pas posé de problème particulier. Donc je rappelle la série qu'on avait présentée à l'EHS il y a maintenant 4 ou 5 ans, qui était en fait composé de 98 patients, 102 cupules, des patients qui étaient souvent un peu âgés, ASA 2, ASA 3 pour une grande majorité. On était 2 centres, le centre de Jean-Alain Épinette et puis le centre de Nîmes. Et dans ces patients-là, il y avait 70% de révision et donc bien sûr 30% de primo-implantation avec... je passe avec effectivement dans le cas des cas revus, on avait 86% des cupules qui étaient associées à des vis. Et puis vous voyez le détail sur le reste qui était sans trop d'importance, encore que on peut réfléchir sur les couples associés à cela. Et donc on a récupéré bien sûr les scores, on a récupéré les radios pour juger de l'intégrité, l'intégration plutôt des implants, et puis on a aussi testé pour les premiers cas le dosage de chrome cobalt, et ce pendant 2 ans de façon systématique dans l'un des centres, et puis pour l'autre centre en cas de problème, si les patients présentaient des problèmes douloureux, et éventuellement on faisait une IRM également si les dosages de chrome cobalt étaient supérieurs à 3 microgrammes, ce qui a été très rarement le cas. Alors combien on est de complications, c'est ça qui est intéressant, 2 révisions au total, 3 complications, enfin plus de complications, 7 au total, c'est-à-dire 3 qui ont 2 qui ont motivé une chirurgie, une sans chirurgie. Je rappelle 5 dislocations quand même,
4 dislocations qui ont été précoces et qui ont motivé une réduction fermée par manœuvre externe, et puis une dislocation qui a motivé effectivement une révision chirurgicale vraie, une infection, et puis une fracture péropératoire d'une périacétabulaire non déplacée qui a été traitée orthopédiquement et qui donc n'a pas motivé de révision. Alors pour illustrer ces cas, en voici un. Donc c'était un post-septique. Évidemment, ce sont des cas avec des qualités osseuses qui peuvent poser problème, qui a été opéré, qui a d'ailleurs eu cette luxation dont je parle, qui a été donc réduite par manœuvre externe, et puis à 5 ans de recul, qui n'a heureusement, j'ai lucky parce que on pourrait commenter le type de tête qu'on a mis dans cette double mobilité. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait commenter, mais en 5 ans, en tout cas pour l'instant, elle va bien, quoi. En tout cas, elle n'a pas eu de soucis particuliers. Ça, c'est un cas de Jean-Alain Épinote qui posait un problème et qui a été révisé. Il y avait une dissociation péropératoire qui a motivé la mise en place d'un liner particulier qu'il n'y avait pas en Europe, mais aux États-Unis, commandé spécialement pour avoir un peu plus de rétentivité. Et vous voyez ce cas qui est exposé ici. Enfin, je vous montre le cas de cette fracture non déplacée qui a été traitée orthopédiquement. On a quand même un recul de 5 ans minimum. Je rappelle, 92% de courbe de survie considérant toutes les causes de révision et considérant les révisions uniquement pour la cupule, 96%. Donc finalement, à 5 ans, c'est pas si mal que ça. Venons-en au dosage chrome-cobalt. On n'a eu aucune alval qui a été recensée. 34% des cas ont eu des dosages systématiques. Et donc, parmi tous les cas, en tout cas, on n'a jamais eu de problème particulier. Et voilà les dosages. Vous êtes quasiment dans 94% des cas, quasiment inférieurs à 1 microgramme dans toute cette série-là. Je passe l'examen clinique, parce que l'examen, voilà, on a des scores de Harris qui sont, entre guillemets, en relation avec aussi le cas des révisions, donc qui n'est pas si mal que ça, considérant les cas traités. Et donc, si l'on considère dans cette série uniquement les révisions, on a 5,2% quand même de dislocation malgré le MDM. Donc, c'est pas rien. Reste qu'une seule a motivé dans cette série une révision chirurgicale. Et donc, comparé à la littérature, évidemment qu'on est mieux qu'un fixed bearing, c'est-à-dire en gros une non-double mobilité. Mais par contre, on est à peu près similaire. Quand on considère dans les révisions les cas d'instabilité, on n'est pas si mal que ça, puisqu'en fait, selon les séries, et là encore très hétérogène, on est sur 3,5 à 6% d'instabilité secondaire à ces révisions. Et puis, considérant les taux sériques, finalement, on est à peu près dans les clous, c'est-à-dire qu'on est à peu près pareil que se retrouver dans la littérature qui est assez pauvre, en tout cas à ce recul. Il est vrai que l'insuffisance, c'est d'avoir un recul si faible, avoir une série faible. Quid de l'avenir? Le problème, c'est le liner, le problème, c'est le petit cupule, parce qu'effectivement, mettre un liner supplémentaire, c'est quand même pas vraiment un double mobilité, on est bien d'accord là-dessus. Mais c'est un implant qui peut rendre service, on peut l'appeler comme on veut, on peut passer ce concept, il peut parfois rendre des services en péropératoire notamment, et je vous remercie malgré ce.